Bonjour, aujourd'hui j'ai la chance de finalement pouvoir vous proposer un épisode supplémentaire par rapport à ce que j'avais prévu sur la place des papas, puisque je suis allée rencontrer et interviewer Papa Hippocampe, dont je vous avais parlé dans le premier épisode sur la place des papas. Justement, il nous livre un petit peu qu'est-ce qui l'a amené justement avec la découverte de la parentalité à vouloir développer quelque chose autour de la paternité et du partage. Je vous laisse découvrir Denis et je vous raconterai un petit peu plus de la suite à la fin de l'épisode. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé, et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de 5 enfants. À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. Bonjour Denis. Bonjour Mélie. Écoute, merci de m'accueillir aujourd'hui pour ce podcast. J'avais très envie justement de parler avec toi de Papa Hippocampe. J'ai déjà parlé de toi dans le podcast, le premier podcast sur la place des papas. Mais du coup, je trouvais que c'était vraiment hyper opportun et chouette de se rencontrer pour que tu puisses toi discuter et puis justement que les auditeurs te découvrent en direct. Je vais te présenter. Donc, tu es Denis Belva. Alors moi, je sais que tu as travaillé dans l'événementiel. Et puis, je sais que pendant le Covid, tu as monté Tout se transforme, que tu faisais des meubles en matériaux de récupération. On a d'ailleurs la chance d'avoir un de tes meubles à la maison de naissance, à la Bulle, qui nous a permis de rendre très beau quelque chose qui était très laid. Donc merci à toi pour ça. Avec plaisir. Fonctionnel avec ce qu'on avait demandé et tout ça, donc vraiment parfait. Et alors, petit à petit, avec l'arrivée de ta petite Julia, tu t'es ouvert finalement au monde du partage. Et donc tu as créé Papa Hippocampe. Donc j'aimerais vraiment que tu m'expliques qu'est-ce qui t'a amené vers ça, qu'est-ce qui t'a fait glisser vers le portage, mais peut-être pas que. Simplement le fait de découvrir ce que c'était que la paternité, ce que c'était que la vie de parent et de découvrir les liens qu'on peut créer avec son enfant. Le fait d'avoir fait mon premier atelier portage, ça a vraiment été une révélation. J'aurais pu y passer 3 jours à tout découvrir alors que Julia n'était pas encore avec nous. Et voilà, j'en demandais toujours et j'avais toujours envie. La naissance ne s'étant pas passée comme on l'avait prévu, on est resté plus longtemps à la maternité. Mais voilà, dès le premier jour où on est rentré ici, j'ai installé Julia dans une écharpe. C'était toi qui l'as mis directement en écharpe? C'est moi qui l'ai mis en écharpe directement ici, à notre entrée à la maison. On était à la maison de quelques heures que j'ai dit je vais la mettre en écharpe et j'ai porté avec ton écharpe, celle que tu as utilisée et que Gaëlle a eue aussi. Ouais. Les 3 premiers mois j'ai porté qu'avec cette écharpe tous les jours. Il n'y avait pas un jour où on ne la portait pas. Et même là maintenant, elle va bientôt avoir 15 mois. Je pense que les jours où je ne l'ai pas porté, ça peut se compter sur pratiquement les doigts d'une main ou de 2 mains. Donc voilà. C'était le premier step. C'était vraiment la première étape. Ce partage, ces moments câlins, ces moments de complicité, de découverte du monde avec elle. C'est juste fou de pouvoir échanger comme ça avec son enfant. Ça adoucit ta découverte justement de la paternité et du lien que tu crées avec ta fille, le fait que tu la portais au quotidien? Oui. Ça t'a donné peut-être une place plus grande? Oui,
Oui, d'un côté, oui, je pense que... Ouais, le portage, c'est beaucoup plus moi que Delphine. Elle aime bien porter aussi, mais elle a d'autres liens. Déjà rien que le lien de l'allaitement. C'est un lien que nous, en tant que papa, on n'a pas. On ne peut pas avoir ce lien, on n'a pas créé ce lien. C'est quelque chose que physiquement, notre corps ne peut pas allaiter. Et donc, il faut prendre notre place ailleurs. Il faut se placer d'une autre façon et créer du lien d'une autre façon. Et ouais, le contact physique, on le retrouve dans le portage. Et donc, c'est vraiment un chouette outil justement pour créer du lien. Ouais. Parce que moi, ce que je disais dans le podcast sur les papas, c'est que vous avez à la fois une place un peu pas évidente pendant la grossesse, dans le sens où vous pouvez être autant investi que vous voulez, c'est quand même pas vous qui portez le bébé. Donc voilà. Après, il y a moyen de créer du lien avec le bébé, il y a moyen de faire de l'autonomie, il y a moyen même de juste mettre ses mains sur le ventre de la maman et puis voilà, chercher à avoir du lien déjà avec son bébé. Mais ça devient réellement concret une fois que le bébé il est là. Ouais. Et c'est clair que si on se base juste sur les besoins du tout petit nouveau-né, on pourrait juste le caser dans les bras de sa maman. Mais toi, tu as pris ta place dès le début. Dès le retour de la maternité, tu l'as pris en écharpe. Oui, Delphine avait une césarienne, donc déjà le fait de la porter, pour elle, c'était pas évident les premiers jours. Donc il y avait aussi ce côté, même si elle a envie de passer du temps, il fallait aussi toujours qu'elle puisse prendre un peu du temps pour elle, donc lui libérer du temps, tout en me permettant à moi de créer du lien avec ma fille sur les moments où elle pouvait souffler et prendre un peu soin d'elle et s'occuper un peu aussi d'elle. Donc voilà, ça permettait de faire d'une pierre deux coups. On avait bien découvert l'autonomie avant la naissance. D'ailleurs, ça m'avait complètement bluffé parce que quand on y avait été, moi je m'étais dit mais qu'est-ce que c'est que ça, enfin, comment est-ce que ma fille dans le ventre va me ressentir. Et puis voilà, quand on m'a dit mets ta main là et puis ton bébé va venir t'appeler, et dans les 2 secondes elle me donnait un coup de poing dans la main et je me dis waouh. C'est vraiment des choses durant la grossesse qui m'ont fait me dire ouais, en fait il y a vraiment un lien à créer, il y a vraiment c'est ma fille et on va partager des choses durant toute notre vie. Donc voilà, et le lien en fait il commençait déjà à se créer avant la naissance, même sans le fait de la porter moi, et juste les interactions, et donc c'était une continuité logique de commencer le portage dès le début et de continuer ce lien qu'on avait créé à travers un ventre, de le faire comme ça, l'un contre l'autre, en peau à peau, en écharpe, en portage. C'est super parce que justement tu disais que tu avais fait l'atelier avant l'arrivée de Julia. Ouais. Qu'est-ce qui avait fait que tu avais été motivée à faire un atelier avant? Parce que finalement c'est pas tout le temps que les gens font ça avant l'arrivée du bébé. Tu voulais être outillée avant son arrivée? Oui. Je veux dire que Delphine était informée sur le portage, moi, pas tant que ça. On t'avait déjà bien vu, toi, porter. On savait que ça existait. Moi à l'époque, j'appelais ça un sac à dos. Maintenant, voilà, c'est un préformé. C'est vrai que le premier bébé que tu as porté, en fait, c'est Claude. C'est Claude. Ah oui, c'est vrai ça. Que j'ai porté lors d'une naissance. Et ouais, j'avais déjà fait le premier atelier. Donc du coup, c'est vrai que j'ai eu Claude. Et je pense que ça a aussi joué sur le fait que je me suis dit c'est trop cool le portage. C'est vrai que cette fois-là, on était en pleine nuit sur une naissance. Delphine n'était pas bien et donc je l'avais accompagnée. Et toi, t'avais Claude. Et je sais pas combien de temps elle a dormi sur moi. Et où je me suis dit, mais ouais, en fait, un bébé qui ne me connaît pas, ça pèse quand même. C'est apaisé. Et tu m'as dit, marche 10 minutes, tapote ses fesses. Et j'ai marché 10 minutes, j'ai tapoté ses fesses. Et puis elle dormait. Et je sais pas combien d'heures je l'ai gardée, mais voilà, ça a été ma première expérience en portage. Avant que ce soit Julien, c'était Claude. Ça, c'est drôle.
Comme quoi, c'était noté aussi que voilà, il y avait quelque chose qui allait se créer. Donc, t'as porté ta fille, t'as glissé tout doucement en fait vers l'envie de communiquer autour de ta parentalité, de ta paternité. Tu utilises quand même les réseaux sociaux pour communiquer là-dessus. Donc, t'as créé une page qui s'appelle Papa Hippocampe. Qu'est-ce qui t'a motivé à mettre en place ça? Je veux dire, dans un premier temps, le fait que ce soit un papa qui puisse montrer ça. Voilà, on en a parlé juste avant de faire l'enregistrement. Il y a très peu de papas sur les réseaux qui parlent de leur vie de papa et je vais le dire, même si je travaille beaucoup moins que Delphine, je me considère un peu comme un père au foyer, et des pères au foyer, ben, il y en a quand même peu, enfin, ou en tout cas sur les réseaux qui parlent de leur vie, il y en a peu. Et voilà, ben, avec toutes les questions que je me posais avant la naissance, et Delphine qui était invitée à aller sur des cercles de femmes, pouvoir poser ces questions à d'autres femmes, et quand moi j'étais là à vouloir dire ben, moi aussi j'ai des questions, ben non, il n'y avait pas de cercle d'hommes, il n'y avait pas moyen que des hommes puissent discuter. C'était les hommes, on a 3 semaines de congé de parentalité, et puis après on retourne bosser, et juste en fait on assume. La société ne nous aide pas à assumer notre rôle de père, ou en tout cas ne nous donne pas la possibilité, et ouais, je pense que l'idée première derrière tout ça, c'est vraiment de dire en fait un bébé ça a 2 parents, et il n'y a pas que la maman qui compte, il y a le papa qui a aussi une place très importante, 50% du temps, enfin, parce qu'un bébé c'est 50% maman, 50% papa. Bon, on a aussi tout ce qui est couple homosexuel ou qui sont parents également. Voilà, quand je dis maman papa, c'est les 2 parents. Mais voilà, cette place de j'avais envie de dire cette place du 2e parent, mais non, cette place elle est là, elle existe, on est là et on doit l'assumer, et on ne doit pas tout laisser sur un seul parent. Et voilà, le fait de pouvoir dire ouais, bah, les papas, on peut être là, on peut assumer. C'est vrai qu'on ne met pas assez l'accent sur les papas. Ouais. Comme tu dis, pendant la préparation, les choses qui sont offertes aux mamans, finalement, il n'y en a pas assez d'espace pour les papas. Donc toi, tu as créé des espaces pour les papas, tu as eu envie de créer des espaces pour les papas? J'ai essayé de commencer à la bulle, de faire les premiers. Ça n'a pas pris. J'avais eu un inscrit sur 3 ateliers, ça n'avait pas pris. Et en fait, de par les ateliers portage, les couples que j'ai reçus, c'est beaucoup les papas qui ont essayé de prendre contact en premier avec moi avant que ce soit les mamans, et les papas vraiment investis dans leur paternité. Je leur ai émis cette idée de papa pote, comme je les avais appelés. Et voilà, j'ai là un bon groupe de papas intéressés. Donc pour la rentrée, il va y avoir des cercles de parole, j'ai pas envie de les appeler cercles, mais plutôt des espaces de parole et d'échange entre papas qui vont arriver. C'est intéressant, c'est par le biais du portage finalement que tu as réussi à prendre contact avec des papas pour que justement il s'ouvre un espace de parole entre papas. Il fallait une accroche. Et quand on a essayé fin d'année passée à la bulle, il n'y avait pas d'accroche. Il y avait juste moi avec ma page avec 50 abonnés, et voilà, ça ne prenait pas la mayonnaise montait pas. parce qu'il n'y avait pas tous les bons ingrédients réunis, et donc voilà, le portage a créé le premier point d'accroche, et voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup d'ateliers portage où ça part sur DME, motricité libre, et au final, ben, on est tellement en train d'échanger que
n'y a pas que le portage. Et c'est surtout ça que tu partages, donc ça c'est vraiment hyper intéressant sur les réseaux. Et du coup, les espaces de parole, ce ne sera pas forcément des cercles ou des lieux où on s'arrête et où on papote avec du thé, mais au contraire, ce sera peut-être justement des balades ou des trucs comme ça. Je compte avoir plusieurs thèmes, plusieurs types d'espaces, balade portée dans les bois, balade portée dans les champs, même, je sais pas, peut-être, pourquoi pas, des fois se retrouver, les hommes, on aime bien boire une bière, aller boire une bière dans une brasserie et réserver une table et être tous autour d'une table en train de parler et en même temps de pouvoir boire un coup et simplement être en dehors de chez nous, pas dans un espace qui est juste consacré à ça, être un peu, faire le lien entre la vie de tous les jours et la paternité. Il y a d'autres idées, il y a d'autres possibilités, mais voilà, je me laisse le temps d'y réfléchir, de voir ce qui est possible. De mûrir les autres choses oui. qui viennent. Super. Mais donc, avec tout ça, tu es devenu moniteur de portage, donc tu es le premier homme à être formé en tant que moniteur de portage en Belgique. C'est ça. Le premier papa porteur qui devient papa moniteur. Porteur et premier moniteur. Mais je ne suis pas encore certifié parce que je n'ai pas encore terminé mon stage. Donc je dois juste terminer mon stage et faire mon rapport de stage. Mais d'ici quelques mois, je serai le premier homme certifié. Et donc, dans le répertoire des monitrices de portage, il y aura maintenant un moniteur de portage. Super, ça c'est chouette. Est-ce que tu penses que justement dans ton approche en tant que papa, tu as des choses autres à donner comme information? Est-ce que tu as l'impression que justement il y a des petites choses que nous en tant que femmes par exemple on ne prend pas vraiment en considération par rapport à la spécificité de porter en tant qu'homme? Ou est-ce que dans ton vécu de toi en tant que papa, puis ensuite maintenant en tant que moniteur, il y a des choses que tu as pu aussi peut-être échanger avec les monitrices qui ont dû être intéressantes? Est-ce que tu sais nous partager un peu ça? Déjà, rien que tout simplement physiquement, nous les hommes, on n'a pas de poitrine. Et donc, un portage dos bien haut avec un bébé qui est encore petit, une femme va mettre la ceinture de son préformé sur sa poitrine, la ceinture ne descendra pas. Moi, en tant qu'homme, je mets la ceinture au-dessus de ma poitrine, je marche, il n'y a rien qui retient, et donc ma ceinture descend, et ma position à l'arrière était complètement foutue. Et j'ai mis des semaines et des semaines à trouver une position de portage correcte en dos, bien haut avec Julia, parce qu'elle refusait d'être au milieu du dos, et il fallait qu'elle ait la tête au-dessus de mes épaules, mais en même temps j'avais toujours un moyen de portage qui glissait, et donc elle glissait dans mon dos, elle était mal mise, elle râlait et c'était fini. Et donc en discutant, en cherchant, en essayant, j'ai réussi à trouver des astuces pour pouvoir porter haut sans que mon portage ne se desserre et que l'installation soit correcte, autant pour Julia que pour moi. Physiquement, nos corps ne sont pas pareils, donc il y a des choses que on va faire différemment. Maintenant, c'est pas pour autant que je ne peux pas bien conseiller les femmes. Non, bien sûr, mais je pense que justement, tu as un petit truc en plus à partager. Oui. Ce week-end, j'ai eu 2 ateliers. Aux 2 ateliers, j'ai montré les positions d'allaitement en écharpe. Et voilà. C'était un peu... Les mamans étaient juste super à l'écoute parce que elles avaient envie de savoir comment allaiter en écharpe. Et donc elles étaient à l'écoute. Et c'est vrai que les papas se disaient quand même, mais... oui, mais comment est-ce que... On ne me l'a pas dit clairement, mais c'était un peu, mais comment est-ce que lui peut conseiller en allaitement ou conseiller une position d'allaitement? Il ne sait pas... Si, je sais qu'on peut descendre au sein. Maintenant, voilà, la spécificité et comment se fait l'allaitement, oui, moi je ne l'ai jamais fait, mais dans la position, je sais comment tu peux décaler ton écharpe pour allaiter. Voilà. Super, génial. Du coup, tu as d'autres projets? Est-ce que tu as des projets sur lesquels tu es capable que tu as envie de communiquer avec nous?
Oui, il y a d'autres projets. Et surtout, ce que j'ai envie de mettre en place, là, c'est un peu des ateliers d'information. Le premier thème, ce sera la DME, qu'on a fait beaucoup avec Julia, que j'ai vu sur les réseaux énormément de retours, énormément de demandes, de questions. Pourtant, je suis quand même pas fort suivi. Enfin, j'ai 250 abonnés, c'est pas grand chose. Mais pourtant, à chaque story sur de la DME, j'ai une question, j'ai des réactions ou des conseils. Et donc, ouais, je me dis que des ateliers qui permettraient de pouvoir un peu démystifier certaines choses, ouais, donner un cadre. démystifier, donner un peu des pistes, expliquer comment ça fonctionne. Mais tout ça, j'ai pas envie de le faire seul. J'ai envie d'être bien entouré par une nutritionniste qui aurait ce côté de l'alimentation. Voilà, nous on fait un peu comme on le sent, de parce que Julia mange, mais voilà, il y a aussi, je sais très bien tout ce côté, par exemple les protéines. Quand on dit pas plus de 20 grammes de protéines à votre enfant, ben, en fait si on peut, mais pourquoi on peut pas, c'est pas forcément quelque chose que moi je sais exactement expliquer. Donc, le fait d'avoir une professionnelle de l'alimentation permettra de faire quelque chose de plus juste et de plus complet. Donc voilà. C'est vrai que c'est comme tout, hein, il y a toujours un cadre un peu défini en matière par exemple de DME et d'alimentation des jeunes enfants, mais aussi du portage. Enfin, voilà, quand on parle de la position physiologique, etc. Et puis finalement on voit qu'il y a les ajustements en fonction des besoins, parfois du porteur et puis parfois du porté, où on n'est plus dans la position idéale, mais où on reste dans quelque chose qui est confortable pour l'un et pour l'autre. Je pense que pour la DME finalement en fait, c'est la même chose que dans... Voilà, il y a des choses qui s'ajustent en fait en fonction aussi du vécu, en fonction aussi de l'alimentation tout court. Je veux dire, je pense que l'alimentation des bébés en Belgique n'est pas la même que les bébés en Italie ou en Chine. Et donc clairement en fait ce qu'ils commencent par manger n'est pas du tout la même chose. Et puis il y a des choses qui sont proscrites dans certains pays qui ne le sont pas comme dans d'autres. Donc c'est assez intéressant aussi de s'ouvrir à tout ça. Voilà, et le fait de faire ce premier contact, cette première interrogation, ça vient créer du questionnement aux gens après, par la suite, et donc voilà, je pense que le plus important c'est de s'informer et de pouvoir avancer et faire ses recherches aussi par soi-même et un peu son expérience par soi-même. Voilà, c'est comme une écharpe, on donne une indication pour le serrage, mais finalement le papa ou la maman va peut-être serrer un peu plus fort ou serrer un peu moins fort parce que lui c'est ce qu'il ressent le plus, c'est ce qu'il ressent le mieux pour lui, et donc voilà, on donne des indications, on donne des pistes, mais c'est pas une science exacte. On n'a pas la sage parole de dire c'est comme ça, et voilà, simplement donner des pistes et amener à la réflexion. Je pense que c'est important qu'on y ait un porteur aussi. Ouais, parce que des fois, les premières fois, on n'a pas un nœud parfait. Et puis, au fur et à mesure, on l'ajuste. Moi, j'ai des photos avec mon premier où je le porte pas de manière optimale, on va dire. Et puis après, maintenant, quand... allez, ça m'est arrivé, par exemple, d'aller dans un lieu, puis je mets ma fille dans le dos, mais je la passe au-dessus de moi directement, et puis je mets le porte-bébé. Et j'ai des gens qui sont là, oh, comment tu fais ça? Et puis je dis, mais... c'est l'expérience, c'est au fur et à mesure, c'est parce que j'ai testé et puis que j'ai trouvé que c'était plus facile pour moi comme ça. Mais on n'est pas obligé de faire voltiger le bébé au-dessus de soi pour aller le mettre dans son dos. Et puis, clairement, moi j'ai dit, vous savez, j'ai pas fait ça avec mon premier. Ou alors, en tout cas, les premières fois, j'étais à côté de mon lit, devant une glace, pour être sûre qu'il était bien positionné, etc. Donc c'est vraiment rappeler que c'est en faisant qu'on apprend, qu'on peut pas être parfait dès le début. Et que je crois que justement, c'est avoir un peu d'humilité que de se dire... En fait, même moi qui fais des ateliers, en fait, il y a eu des fois où j'ai pas très bien porté. oui, il y a des fois où je pars en balade avec
avec Julia et le chien. Et on fait 1 heure et demie de balade et je rentre et j'ai le dos en compote. Et juste mon installation n'était pas top. Et pourtant, je l'ai porté depuis 15 mois, quasiment tous les jours. Mais ouais, il y a encore des fois où je loupe mon installation et j'ai un problème de serrage et je déguste quand je la sors et je suis cassé. Ça arrive et on fait pas toujours à la perfection. Et voilà, c'est juste, on s'adapte. Super. Bah écoute, en tout cas, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je sais pas s'il y a d'autres choses que tu voudrais aborder. Tu réfléchis comme ça. Tu peux parler de... Enfin, j'imagine que tu vas faire un petit truc de boutique de porte-bébé ou... Tu dois en parler? Oui. Dans des autres projets, qu'est-ce que tu vas développer? Je vais avoir un peu une boutique sans vraiment avoir le nom de boutique, mais simplement sur ma page quelques moyens de portage en occasion pour pouvoir, lors de mes ateliers, proposer aux parents de repartir avec un moyen de portage que j'aurais récupéré, soit que j'aurais racheté à d'autres parents, soit que j'aurais trouvé sur internet ou Vinted. Pour avoir l'opportunité d'avoir directement quelque chose, de repartir avec quelque chose. Quand on achète du seconde main, particulièrement sur Vinted, on n'est jamais sûr qu'on va recevoir quelque chose en super bon état. Moi, si j'achète quelque chose, je ne vais pas revendre quelque chose qui n'est pas en parfait état, je l'aurai lavé. Voilà, au moins, en achetant mes moyens de portage, les parents pourront repartir avec quelque chose où ils sont sûrs que c'est en bon état, qu'il n'y a pas de défaut, parce que je les aurai vraiment checkés. Donc voilà, c'est un petit service de proposer quelques moyens de portage, arrondir un peu les prix pour que voilà, moi, le temps de recherche et tout ça soit quand même rentabilisé, parce que voilà, on a quand même toujours cette question des rentrées d'argent. C'est toujours un peu le nerf de la guerre, mais en même temps, il faut quand même rentabiliser le temps de recherche et le temps de nettoyage. C'est du travail, donc voilà, mais pour toujours proposer à des prix raisonnables et puis du neuf également. Je commence à avoir quelques partenariats avec certaines marques. Du fait d'être le premier papa porteur, ça ouvre quelques portes supplémentaires, j'ai envie de dire. Et donc voilà, c'est vrai que là j'ai reçu 2 porte-bébés ce matin pour lesquels je vais avoir des codes de réduction à proposer aux parents, et voilà, des petits avantages comme ça qui vont permettre de pouvoir réduire le prix d'achat d'un moyen de portage neuf. Et voilà, pour les couples qui ont plus de moyens, qui ont envie de choisir leur design et leur moyen de portage, ils pourront aussi acheter du neuf, mais à prix réduit ou légèrement réduit grâce à un code. Donc on invite du coup les gens à s'abonner à tes pages pour justement bénéficier des codes que tu pourras poster en fonction de tes nouveaux partenariats avec des marques de portage notamment. C'est ça. Et oui, plus on sera nombreux, plus il y aura de codes et plus ils seront avantageux, peut-être. Ah voilà, bon moyen de communiquer, évidemment. Super. Écoute, en tout cas, je te remercie. Merci pour cet espace de parole. Merci d'avoir échangé aussi un peu sur ta paternité. C'est vrai que j'ai discuté un petit peu avec Delphine de comment est-ce que vous gériez le fait qu'elle était appelable 24h/24, 7 jours sur 7. Et, c'est pas facile. Toi, comment est-ce que tu vis de ton côté à toi le fait que, comme tu dis, tu es un papa au foyer, en fait, même si tu travailles un peu, mais que du coup, tu aménages les choses pour que tu puisses être disponible pour ta fille. C'est un choix, aujourd'hui, qui est assez rare, de manière générale. Je veux dire, des parents au foyer, il n'y en a pas tant que ça, mais alors des papas au foyer, il y en a encore moins. Moi, j'ai juste envie de dire que, pour moi, c'est juste tout à fait normal
Et si je pouvais ne pas travailler et juste être 24 heures sur 24 avec Julia, je le ferais. Mais voilà, il y a cette question de l'argent, malheureusement, qui dirige notre société. Et pour le moment, c'est Delphine qui travaille un maximum parce que on a Julia. Quand elle va rentrer à l'école, je reprendrai plus le travail parce que je ne peux pas non plus lui laisser toute cette charge financière. C'est du stress, c'est de la pression qu'elle assume et qu'elle gère très bien. De par son activité qui tourne bien, elle a de la demande, mais voilà, là elle est de garde encore pour 3 naissances, elle en avait 5 au total. On sait que la nuit il faut être dispo. On me repropose de temps en temps des jobs dans l'événementiel, mais c'est des jobs où je vais bosser la nuit, les soirées, c'est juste pas compatible, ça fonctionne pas. Donc voilà, qu'est-ce qui est le plus rentable entre les deux? C'est la photo, c'est ces gardes, parce que c'est de par la rentrée financière, de par la communication et le professionnalisme, c'est plus important de développer son activité. Ok, je concède qu'on met en avant son activité et voilà, moi, Papa Hippocampe se développe, tout se transforme un peu en pause, ça reviendra, les ateliers menuiserie reviendront, parce que voilà, j'ai toujours besoin aussi d'être en mouvement et de faire des choses et pas forcément toujours la même chose, donc un menuisier, moniteur de portage. Pourquoi pas? Voilà, le mélange est juste bien. Eh bien, parfait. En tout cas, je mettrai en description justement à nouveau, parce que je l'avais déjà fait pour l'épisode sur les papas, mais voilà, en fait, ce sera un épisode supplémentaire finalement sur les papas, parce que la chance de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Donc toutes les références seront dans la description. Et puis je te dis peut-être à une prochaine fois, parce qu'on ne sait jamais, on aura peut-être d'autres choses à échanger à un moment donné. Il y aura encore sûrement plein de choses. Sûrement. On n'en est qu'au début. Voilà qui clôture donc ce 3e épisode sur la place des papas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas justement à partager tout ça. Je voulais vous informer donc le dernier épisode sur les papas sera avec les darons, Loris et Alexandre, mais que je n'aurai l'opportunité de rencontrer que fin août, puisque ce sont les vacances et qu'ils ne sont pas forcément disponibles dans ces moments-là. Mais par contre, ils viennent faire 2 ateliers de papote de papa, de cercle de parole, les 2 et 9 août prochains, de 14h à 15h. Sont invités en fait tous les papas et futurs papas, et c'est pas parce que il faut pas avoir forcément un nouveau-né ou un tout petit enfant pour aller partager sur sa paternité. Dites-vous que c'est aussi vraiment du matériel qu'ils vont pouvoir utiliser pour mettre en place leur spectacle. Donc si vous êtes disponible une de ces 2 journées, je vous invite vraiment à prendre contact avec eux, ou en tout cas à venir à la bulle pour pouvoir justement échanger, parler, faire rayonner la parole des papas, parce que les papas influenceurs c'est bien, et puis les papas du quotidien c'est aussi très bien, et je pense que c'est comme ça qu'on pourra vraiment communiquer sur la réalité de la place des papas, avec tout ce que ça veut dire, tout ce que ça partage. Donc voilà, je vous mets aussi en description donc justement le mail des darons pour pouvoir les prendre en contact avec eux pour ces ateliers rencontres. Et puis on ne sait jamais que vous avez envie de partager alors que vous n'êtes pas disponible à ces jours-là. Je pense qu'ils seront très intéressés, donc n'hésitez pas à les contacter. Et je vous remets aussi en lien les informations de Papa Hippocampe, que je vous invite aussi grandement à suivre, parce que voilà, il va dans les mois à venir proposer plein de choses autour de la paternité, du portage, etc. Donc voilà, j'espère que c'était une rencontre enrichissante. Je vous dis en tout cas à la semaine prochaine. Si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast, vous pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me joindre par email à melissa@chambard@gmail.com.
Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes, mettre des étoiles, des commentaires et surtout à partager pour faire rayonner, voyager ce podcast, pour démystifier l'accouchement en dehors de l'hôpital, parler de ses suivis, de ses naissances et continuer à accueillir en douceur les adultes de demain.